La Tour de Londres n'est pas seulement l'emblème d'une capitale, c'est un écrin géant qui renferme l'un des trésors les plus fabuleux au monde. Dans ces vitrines, les insignes royaux des souverains d'Angleterre conservés ici depuis 7 siècles. Couronnes, sceptres, diadèmes, tous lourdement ornés de pierres inestimables, mythiques. Tous chargés d'histoire. Certains de ces joyaux ont parcouru le monde et connu des aventures épiques où se mêlent l'amour, la violence, la politique. De nos jours, ces couronnes, suprêmes symboles de la monarchie, trônent le plus souvent derrière leurs vitrines blindées, offertes à l'émerveillement des visiteurs. Seuls quelques-uns des joyaux de la couronne d'Angleterre sortent de la Jewel House dans les grandes occasions. Comme par exemple la cérémonie de couronnement d'Élisabeth II, le 2 juin 1953. Je m'appelle David Thomas, je suis joaillier de la couronne chez Garrard depuis 1986. La maison Garrard a été créée, ou plutôt fondée, en 1735, mais n'est devenue joaillier attitré de la couronne qu'en 1843 sous le règne de la reine Victoria. Le joaillier est nommé par le monarque lui-même. La loi exige en effet qu'il y ait une personne officiellement chargée d'entretenir les joyaux de la couronne conservés dans la Tour de Londres. Seul le souverain a le droit de toucher les joyaux, mais la règle veut que lors de la cérémonie d'ouverture du Parlement, le joaillier de la couronne soit présent lorsqu'on ouvre les vitrines et personne d'autre que lui. Il est le seul à avoir le droit de prendre en main les joyaux. La première fois que j'ai accompli cette mission, en 1990, j'étais seul. Et j'avoue que j'étais pétrifié par la peur. Manipuler des pièces aussi chargées d'histoire, les 2 plus beaux diamants du monde, les Cullinan. J'ai un atelier dans la Jewel House de la Tour de Londres, au sous-sol. On y fait toutes les réparations. Enfin, non, les joyaux n'ont pas besoin d'être réparés, mais disons l'entretien, le nettoyage, le dépoussiérage se font au sein de la Jewel House. Les joyaux ne doivent pas en sortir, pour des raisons évidentes de sécurité. Et bien que nous soyons derrière des grilles, enfermés à clé dans la Jewel House, j'ai en permanence 4 vigiles armés avec moi, 2 qui montent la garde à l'extérieur, pour que personne n'entre, et 2 avec moi à l'intérieur, qui me suivent partout. Ils ne doivent pas me quitter. Je suis le conservateur en chef. Disons plus simplement que je suis responsable des joyaux de la couronne, de leur sécurité et de leur présentation. Je dirige aussi les employés de la Jewel House. Ils sont parfaitement à la hauteur de leur tâche. Depuis des années, nous sommes fiers de notre système de sécurité qui nous permet d'exposer sans crainte les vrais joyaux. Parfois, les visiteurs liront sur certaines vitrines la mention « en cours d'utilisation ». C'est que plusieurs fois par an, les insignes royaux sont utilisés pour diverses cérémonies officielles. Au fil des années, les joyaux ont plusieurs fois changé de bâtiment et à chacun de ces déménagements, ils étaient de mieux en mieux protégés. Personne, heureusement, ne les a approchés, nous l'espérons du moins. Il n'y a eu aucune tentative de vol depuis 1671. Le colonel Blood est un personnage historique célèbre en Angleterre et important puisqu'en 1671, il a volé les joyaux de la couronne avec une incroyable audace. C'est d'ailleurs la seule fois qu'ils ont été volés. Le scénario est rocambolesque. Thomas Blood commence par se lier d'amitié avec le gardien du trésor, Talbot Edwards, gagne peu à peu sa confiance. Un jour, il vient avec 4 hommes et demande à Edwards la permission d'admirer les joyaux de la couronne. Une fois dans la salle, Blood assomme le gardien et le poignarde. L'un des complices écrase la couronne pour la faire entrer dans un sac. Le deuxième fourre le globe dans ses hautes chausses. Quant au sceptre, trop long pour entrer dans la besace, il est scié en 2. Mais au moment où les voleurs prennent la fuite, le fils d'Edwards les surprend et donne l'alerte. Blood et ses comparses sont arrêtés. Le colonel Blood a été mis en prison.
Pendant sa détention, ici, dans la tour, il a écrit au roi pour lui demander une audience. Curieusement, le roi la lui a accordée, et on l'a donc conduit au palais de Westminster. Il a pu avoir une entrevue avec le roi en tête-à-tête et il en est ressorti avec une lettre signée de la main du roi. Cette lettre stipulait que Blood pouvait demander à être promu capitaine de la garde. Un concentré d'histoire de l'Angleterre que cette tour de Londres. Au cours des siècles, la forteresse construite par Guillaume le Conquérant en 1066 a tenu des emplois très divers. Résidence royale, arsenal, ménagerie, prison. Elle a surtout été le lieu d'exécution de plusieurs têtes couronnées, notamment Anne Boleyn. Les insignes royaux ont déménagé plusieurs fois au sein de la Tour de Londres, pour trouver, en 1971, cette place de choix dans l'ancienne caserne Waterloo. C'est là qu'on les admire aujourd'hui. Inaccessibles merveilles dans leur chasse de verre. Mon nom est Diana Scarisbrick et cela fait une trentaine d'années que j'écris et que j'ai fait des conférences sur ce sujet bien spécifique qu'est la joaillerie. Les joyaux sont dans la Tour de Londres parce qu'ils constituent le plus grand trésor de la monarchie britannique et que la Tour est l'endroit le plus sûr. Des millions de gens viennent les admirer chaque année et ces millions de visiteurs sont fascinés par ce que représentent ces joyaux. Ils représentent dans la continuité l'histoire de la monarchie britannique de la période anglo-saxonne, c'est-à-dire du 8e, 9e siècle à nos jours. La couronne est le symbole suprême, bien sûr. Et il y a aussi le sceptre, que l'on associe à l'autorité, les bracelets, emblèmes de sincérité et de sagesse, les épées, qui représentent la justice, justice spirituelle et justice temporelle, et la notion de pardon. Aucun intérêt pour les républicains. Cela ne parle qu'aux personnes qui croient en l'idée d'un roi ou d'une reine ayant hérité du pouvoir de gouverner. Ces objets représentent cette idée-là. Et comme ils sont très vieux, ils symbolisent la continuité historique de la monarchie britannique. Il y a 9 couronnes. La couronne de Saint-Édouard, qui porte le nom d'Édouard, le confesseur, le dernier roi anglo-saxon, et qui est portée pour la cérémonie du couronnement. La grande couronne impériale, utilisée pour toutes les grandes cérémonies officielles. C'est celle qui est ornée des fameuses pierres historiques. La couronne impériale d'Inde, fabriquée en 1911 pour le Darbar de Delhi. Ensuite, il y a les 2 couronnes de Marie de Modène, qui datent de 1685. Puis la couronne de la reine Marie, fabriquée en 1911, la couronne portée par la reine-mère à son couronnement. Quand la reine Victoria est devenue impératrice des Indes en 1870, on lui a fait une charmante petite couronne en diamant. Ça, c'est la 8e. Et la 9e est celle du prince de Galles, tout en or, je crois. Il y a donc 9 couronnes exposées à la Tour de Londres. Il est rare que les couronnes quittent leur écrin. Elles n'ont cet honneur que lors des cérémonies importantes, celles qui restent dans les mémoires. Ainsi, le couronnement d'Élisabeth, le 2 juin 1953. Dans un moment pareil, on ne lésine pas sur la magnificence. Il faut impressionner le peuple, qui est traditionnellement convié à cette cérémonie. Il faut un faste, un éclat inhabituel. La télévision venait de naître. Élisabeth, consciente de la valeur politique et sociale de l'apparat monarchique, a autorisé la diffusion en direct de la cérémonie. Et elle est devenue ainsi, pour bon nombre d'années, la figure médiatique la plus reconnaissable du monde.
Un monarque a besoin de décorum pour asseoir son autorité. Et dans le choix de ses attributs royaux, il doit toujours faire mieux que son prédécesseur, ou au moins essayer. Une couronne, un sceptre sont des emblèmes de richesse, donc de pouvoir. Il faut donc, pour les orner, des pierres exceptionnelles. En 1849, à la suite du traité de Lahore et de l'annexion du Pendjab, la reine Victoria s'est trouvée en possession du Koh-i-Noor. Or, ce diamant était frappé d'une malédiction. On disait en effet que quiconque le possédait était condamné à une mort atroce. Ce diamant qui tue serait originaire d'Inde, où une légende raconte en effet qu'il porte malheur aux hommes qu'il possède, mais pas aux femmes. En tout cas, cette pierre est passée entre moult mains royales, dont celle des célèbres Moghols. En 1739, Nadir, Shah de Perse, envahit l'Inde et pille Delhi pour s'emparer, entre autres, du fabuleux diamant. Une courtisane lui ayant révélé que le grand Moghol cache la pierre dans son turban, Nadir Shah invite le monarque à un banquet de réconciliation et lui propose, selon le rituel oriental, l'échange des coiffes. Le grand Moghol ne peut refuser et il perd son trésor. Devant ce prodigieux caillou de 186 carats, Nadir Shah se laisse emporter par son lyrisme et s'exclame « Koh-i-Noor, ô montagne de lumière !» Quelques années plus tard, Nadir Shah est assassiné. Puis de nouvelles guerres secouent l'Orient et le diamant tombe aux mains du roi des Sikhs. En 1849, les Anglais le réclament à la suite d'une révolte qui éclate au Pendjab. La toute-puissante Compagnie des Indes se l'approprie et l'offre à la reine Victoria. Il resplendit déjà de 1000 feux, mais la reine en veut plus, elle le fait retailler. Tant pis s'il perd 80 carats, il faut gagner en brillance. Et les pouvoirs maléfiques du Koh-i-Noor, ils ne se sont plus jamais manifestés. Mais il est vrai que jusqu'à présent, ce sont toujours des femmes qui en ont hérité. La reine Victoria est décédée à plus de 80 ans en léguant le diamant à sa belle-fille Alexandra, laquelle a vécu elle aussi jusqu'à 80 ans, tout comme la reine Marie qui lui a succédé. En 1937, le diamant a été serti sur une nouvelle couronne, fabriquée pour la reine Élisabeth, épouse de George VI. Devenue reine-mère en 1953, Élisabeth a vécu jusqu'en 2002, jusqu'à l'âge de 101 ans. Il semble donc que si ce diamant porte malheur aux hommes, comme l'histoire l'a prouvé, il est en revanche un gage de chance et de longévité pour les femmes. S'il fallait élire une 8e ou une 9e merveille du monde, nous autres Pakistanais choisirions très certainement le Koh-i-Noor, car à nos yeux c'est une des merveilles du monde. Mais comme vous le savez, beaucoup des choses qui nous appartenaient ne nous ont pas été restituées à la fin de la période coloniale. Le Koh-i-Noor compte parmi les plus importants de ces biens qui nous reviennent légitimement, mais que nous n'avons pas récupérés. La plupart des joyaux de la Tour de Londres sont réservés à la cérémonie du couronnement. La seule exception est la couronne impériale britannique, que l'on garde pour les grands événements officiels. Le Cullinan II, splendide, très grand, est serti au centre du bandeau de la couronne impériale. Le Cullinan, une saga à lui tout seul. C'est le plus gros diamant brut jamais découvert sur notre planète. Et sa découverte a littéralement bouleversé l'histoire de l'Afrique australe. Nous sommes en 1866. Les tensions entre les colons d'origine néerlandaise et le gouvernement britannique, qui déboucheront sur la guerre des Boers, sont déjà vives. Dans l'État indépendant du Transvaal, un gamin de 15 ans ramasse sur les bords de la rivière Orange un caillou qui brille plus que les autres. Il l'apporte à un collectionneur de minéraux qui l'identifie sans hésitation. C'est un diamant énorme. La course au diamant est lancée. Les concessions se multiplient sauvagement dans les États du Transvaal et de l'Orange. Cecil Rhodes, l'un des grands bâtisseurs de l'empire colonial britannique, viendra y mettre bon ordre. Pour l'instant, c'est la ruée, la folie. Les gens sont prêts à passer tout le pays au peigne fin.
Les diamants, Cecil Rhone n'a pas envie de les ramasser à la pince à épiler. Il en veut à la pelle. Alors il décide de racheter des concessions diamantifères et toutes les mines de la région de Kimberley. Après quoi, il fonde en 1888 la fameuse compagnie De Beers. 10 ans plus tard, ce consortium contrôlera 90% du marché mondial. Quand la seconde guerre des Boers s'achève en 1902, toute l'Afrique australe est gagnée par la fièvre. Les mines diamantifères s'organisent, des milliers de gens se ruent vers cette nouvelle industrie tellement prometteuse. Un des gisements les plus importants est exploité près de Pretoria à partir de 1902. La mine Premier. On recrute à tour de bras, le cratère est énorme. La mine Premier produit à elle seule autant de diamants que tous les gisements de la De Beers réunis. Alors il faut voir les choses en grand. Mécaniser, rationaliser. Extraction par terrassement dans les mines à ciel ouvert ou par éboulement dans les mines souterraines. Détournement de cours d'eau pour les mines alluvionnaires. Quel que soit le mode d'exploitation, ce sont toujours les mêmes qui travaillent. Et qui travaillent dur. En bout de chaîne, le contremaître arrive en général au bon moment pour récolter les fruits de ce labeur. Un soir, comme à son habitude, Fred Wells, le directeur de la mine Premier, fait sa tournée d'inspection dans le cratère et, comme par hasard, c'est lui qui remarque dans une paroi rocheuse un éclat surprenant. Je m'appelle Frank Dippenaar. Ce que je sais du Cullinan, c'est qu'il a été trouvé à Pretoria, dans la mine Premier, et que c'était la plus grosse gemme jamais découverte. Effectivement, il pèse 3106 carats. Un carat équivaut à 0,2 grammes. Ce diamant pesait donc environ 620 grammes. Vraiment digne d'un sceptre royal, non ? Au début, personne n'a cru que c'était un diamant, et il a été jeté dehors parmi d'autres cailloux. Et puis le contremaître qui passait par là a vu le soi-disant morceau de cristal et s'est dit que c'était peut-être un diamant. Il l'a apporté au responsable de la mine, qui l'a vaguement regardé et l'a jeté par la fenêtre. Mais alors, comment ce vulgaire caillou a-t-il fini sur une couronne royale ? Ensuite, il est sorti pour aller le rechercher. On a fait des tests qui ont confirmé qu'il s'agissait bien d'un diamant. On l'a appelé le diamant Cullinan. Il pesait 3106 carats. Monsieur Wells, très fier de sa trouvaille, dut malgré tout la remettre au propriétaire de la mine, qui la baptisa de son nom, Cullinan. Et ensuite, eh bien, impossible d'en rester là. On espérait bien sûr découvrir un nouveau diamant, encore plus gros peut-être. Jusqu'à la fin du XXe siècle, on a mis au jour dans la mine Premier une impressionnante quantité de diamants, dont quelques très belles pièces. Elle appartient aujourd'hui à la De Beers qui a tenu à la rebaptiser la mine Cullinan. Je m'appelle Harold Issel. Je suis chef d'exploitation dans la mine Cullinan de la De Beers. Je suis chargé de l'entretien du matériel dans les puits. Voici l'ancien cratère du volcan qui s'était formé ici. Il fait 1 km de long sur 800 mètres de large. La mine descend à 850 mètres de profondeur et le puits se trouve à 763 mètres sous terre. Le diamant Cullinan a été trouvé là-bas, au coin, à 6 mètres de la surface. Ons is by die outlook point. Is jy al op pad? Negatief. Pad geruk.
Il faut des conditions de température et de pression exceptionnelles pour que les atomes de carbone, en s'organisant, forment un diamant de la taille du Cullinan. S'il a été trouvé à 6 mètres de la surface, il est né en fait à 200 km sous terre, dans du magma à 1000 degrés. Sa cristallisation date d'environ 1,7 milliard d'années. Dans le temps, il fallait creuser à la main et il y avait 12 000 personnes qui travaillaient ici. Aujourd'hui, toutes les opérations sont mécanisées. On a des pelles hydrauliques, des basculeurs pour le chargement sur les wagonnets, etc. Et il n'y a plus que 1200 employés. C'est le fruit d'un incroyable hasard si on a découvert le Cullinan. Pourtant, on continue dans la mine premier à espérer d'autres hasards. Si l'on trouvait aujourd'hui un autre diamant aussi mythique que le Cullinan, que se passerait-il? Quel trésor irait-il enrichir? Sur quel bijou fabuleux irait-il s'incruster? Il prendrait peut-être le chemin d'un émirat du Golfe, ou ne verrait le jour que quelques heures pour redescendre ensuite dans les caves d'une banque suisse. Nous sortons 8500 tonnes de matériaux par jour. On peut circuler dans la mine avec un véhicule et parcourir environ 300 km sous terre. Oui, c'est tellement grand qu'il y a de la place pour une voiture. La mine Cullinan est connue pour ses gros diamants. On a trouvé ici le Centenary, le Millennium et le Golden Jubilee. Tout espoir est permis, donc, pour la célèbre De Beers. On ne peut pas en dire autant des mineurs. Quand l'un d'eux trouve un diamant par terre, il doit poser son casque dessus et avertir aussitôt un responsable. Pour le remercier de son honnêteté, on lui reversera un certain pourcentage de la vente de cette pierre. Mais les propriétaires de la plupart des mines craignent évidemment que trop de mineurs ne puissent pas résister à la tentation. Peut-être une des raisons pour lesquelles ils ont automatisé au maximum leurs exploitations. Sur les 1200 personnes qu'emploie la Cullinan, rares sont celles qui voient les pierres précieuses. Seuls les trieurs en bout de chaîne les manipulent, sous haute surveillance. « 90% des diamants sont inutilisables en joaillerie. Et sur les 10% restants, la majorité ne font que quelques carats. Et quand on trouve un diamant de 620 grammes, comme le Cullinan, qu'est-ce qu'on en fait? L'épouse de Thomas Cullinan l'aurait volontiers gardé, mais elle a dû se contenter du petit pendentif que son mari lui a fait faire avec les plus beaux diamants de sa mine. Il avait décidé en effet de vendre le Cullinan. Encore fallait-il trouver un acheteur. En attendant, le plus gros diamant du monde sera exposé pendant plusieurs années dans une banque du Cap et il s'y rendra caché dans un carton à chapeau. En 1907, le général Botha, ancien commandant en chef des forces Boer qui combattaient l'Angleterre, devient Premier ministre du Transvaal. La guerre est terminée, il faut reconstruire et obtenir l'appui de l'Empire. En gage de cette réconciliation, Botha offre le Cullinan au roi Édouard VII pour son 66e anniversaire. Un cadeau sinon empoisonné, du moins empoisonnant étant donné le contexte politique. Mais le roi l'accepte. Et peu après, le Parlement britannique accordera à Botha une importante rallonge budgétaire. Voici une réplique du diamant Cullinan, qui a été trouvé en janvier 1905. 3106 carats, 600 grammes environ. C'était le plus gros diamant jamais trouvé au monde. D'autant plus incroyable qu'il était d'une pureté parfaite. Il a été acheté par le gouvernement du Transvaal, par le général Botha, et offert au roi Édouard en 1908.
Pour l'envoyer au Royaume-Uni, ils ont eu recours à une ruse assez élaborée. Ils ont fabriqué une réplique, comme celle-ci, qu'ils ont expédiée sous bonne garde par le train, d'abord jusqu'au Cap, puis par bateau vers l'Angleterre. Mais c'était une feinte. Il s'agissait de la copie. Le vrai diamant a voyagé par la poste, en partant du bureau de poste de ce petit village. C'est comme ça qu'il est arrivé en Angleterre. C'était très astucieux. En fait, les deux diamants ont voyagé sur le même bateau. Le vrai parmi les colis postaux et sa copie dans un coffre-fort surveillé par des agents de Scotland Yard. Les frères Bram et Joseph ont allé à Londres pour regarder le Cullinan et pour l'amener à Amsterdam. Et dans tous les journaux en Hollande, c'était écrit que les Anglais ont envoyé un destroyer de Londres à Amsterdam pour porter le Cullinan à Amsterdam. En réalité, c'était mon grand-père qui a mis le Cullinan dans sa poche. Dans une poche, le Cullinan brut, dans l'autre poche, un revolver, mais il a oublié de prendre un peu d'argent. Alors, il a pris le bateau de Londres à Amsterdam avec le Cullinan, avec une valeur comme incroyable dans la poche, mais pas un sou. Et il a amené le Cullinan à Amsterdam et mis ici dans le safe au bureau. Et le destroyer n'est jamais arrivé. Moi, je suis Édouard Hacher. Je travaille ici depuis 1970, alors 36 ans. Et je suis le grand-fils de Bram Hacher, qui a été responsable pour le Cullinan, avec son frère qui a clivé le Cullinan. Vers la fin de ce siècle, De Beers lui a demandé de tailler l'Excelsior. Et l'Excelsior, à ce temps-là, était le diamant le plus grand. Alors la maison Hacher a taillé d'abord l'Excelsior et quelques ans plus tard le Cullinan. C'est peu dire que pendant cette opération, la taillerie des frères Hacher est placée sous étroite surveillance. Et pour l'objet le plus précieux du monde, on a fait construire spécialement un coffre-fort blindé. Reste maintenant à cogiter comment exploiter ce monstre sacré. Premier constat, aucun outil de la maison ne peut convenir à l'opération de clivage. Il faut en fabriquer un sur mesure. On a étudié, discuté avec les 5 frères. Et après, on a décidé de cliver le Cullinan 2 fois. La première fois, c'était le couteau d'acier qui est cassé. Alors, la deuxième fois, il a clivé la pierre. Cliver, c'est poser une lame d'acier sur un point faible de la pierre et donner un coup sec pour qu'elle se fende. Il y a une histoire que lui était évanoui après le clivage, mais ça, c'est une histoire de presse. Un vrai Hacher, même pour une grande pierre, donne pas de problème pour le cliver. Toute modestie mise à part, c'était la taille du siècle. Voici le Cullinan transformé en 9 grandes pierres et 96 petites. Le roi d'Angleterre a gardé les 2 plus grosses et laissé les autres à la maison Hacher, en guise de paiement. Ces dernières ont ensuite été rachetées par l'État du Transvaal, qui les a de nouveau offertes à Édouard VII. Après cette valse des diamants, l'Angleterre s'est finalement retrouvée en possession des 2 stars. Le Cullinan II, la seconde étoile d'Afrique, qui pèse 317,40 carats, est sertie sur la couronne impériale. Et le numéro 1, la grande étoile d'Afrique, le plus gros diamant blanc du monde, orne de ses 1000 feux le sceptre royal d'Angleterre. Il est en forme de poire et pèse plus de 530 carats. Transformer en joyau exceptionnel un gros caillou, même s'il s'agit du plus pur de tous, c'est plus qu'un art,
il y a dans ce savoir-faire quelque chose de magique. Et Gabi Tolkowski reste aujourd'hui le grand magicien en la matière. Je m'appelle Gabriel Tolkowski, connu sous le nom Gabi. On m'a confié des devoirs taillés de diamants qui sont devenus diamants historiques. Ce sont des diamants excessivement grands. En 1906-1907, quand M. Asher a présenté finalement ces pierres extraordinaires, le Cullinan, c'est sa main qui a produit la beauté. C'est l'individu qui s'appelle le diamant et l'individu qui s'appelle l'homme qui se sont compris. Et quand on parle avec les diamants, parce qu'on en parle avec, on dit à chacun, on dit chaque fois, qu'est-ce que tu voudrais devenir? Et la réponse est, je voudrais devenir la plus belle. Et on doit tricher, parce que chaque fois on doit promettre, dire, tu seras la plus belle. Effectivement, chacune est la plus belle, pour quelqu'un. J'ai reçu pour la première fois ce diamant entre mes mains. C'est la vraie grandeur. J'ai pas osé le toucher. Et c'était quelque chose de tout à fait hors proportion. Ça n'arrive pas dans la vie de l'homme. Et quand ça arrive, c'est tellement exceptionnel qu'il faut vraiment être fou. Cette pierre, il faudra la garder comme une pierre entière, ne pas la partager en plusieurs pierres. Je ne veux pas utiliser des machines pour scier la pièce. Je ne veux pas utiliser les lasers pour brûler la pièce. Mais la force du poignet, c'est tellement faible que ça ne peut pas nuire. On ne peut pas casser le diamant à la force du poignet. La vie d'un homme qui reçoit cette responsabilité est une vie d'ermite. Il fallait que je change mon nom parce que les journalistes me cherchaient. Il fallait que je trouve des fabricants d'outils de précision parce qu'il n'y a pas d'outils pour cette grandeur-là. Ça n'existe pas. On ne peut pas aller au magasin pour les acheter. La vraie chose qui était la plus difficile, c'était à découvrir quelle forme aura ce diamant et comment est-ce qu'il sera celui qui sera le plus beau ou celle qui sera la plus belle. Il n'y avait qu'un modèle qui sera le plus imposant, le modèle que j'ai appelé les turbans. Voilà. Moi, je me rappelle que je me suis dit que je ne terminerai jamais. Même que la DBS a envoyé un directeur spécial pour me dire « Gabi, il est temps de terminer », je dis « je ne peux pas ». Qu'est-ce que ça veut dire « tu ne peux pas » ? Diamant ne veut pas. Il est tombé amoureux de nous. Je me suis dit, ou qu'on devient fou, ou qu'on est simplement des ignorants. Alors je me suis dit, je vais faire un test. Et pour la première fois en 3 ans, j'ai invité les enfants de tous ceux qui travaillaient avec moi. Et je les ai demandé de venir à l'atelier pour voir la pierre. Et j'ai pris la pierre qui était dans un état presque fini, et je l'ai posée par terre sur le tapis. Et ces enfants se sont baissés, agenouillés, et commençaient à rigoler. Et moi, mes oreilles sont devenues rouges comme des tomates. Parce que les enfants, quand ils rigolent, cela veut dire que c'est rigolo. Rigolo, peut-être c'est idiot, peut-être c'est tout à fait aberrant. Peut-être c'est tellement grave que je ne pourrais pas le montrer à d'autres gens. Peut-être j'ai failli, j'ai pas réussi. Et je demande à la fille, je n'oublierai jamais, je demande à la fille de 12 ans, je dis, mais pourquoi est-ce que vous rigolez? Et en anglais, elle a répondu, we laugh because the diamond is smiling. Le diamant sourit. Et je savais que ça a réussi. En regardant bien le diamant, je n'ai vu que des répliques, évidemment. Mais on dirait qu'une de ses faces n'est pas complète, comme s'il avait été cassé, séparé d'une autre pierre. On pense que la pierre à laquelle il était attaché était encore plus grosse que le Cullinan qu'on a trouvé.
On dit que ce diamant faisait partie d'un diamant plus gros qui a été cassé. Est-ce vrai? A-t-on trouvé l'autre morceau? Non, on n'a jamais trouvé l'autre partie. Quand le diamant a été trouvé en 1905 par Fred Wells, il a été examiné par bon nombre d'experts qui ont dit effectivement qu'il faisait partie d'un plus gros diamant. Mais est-ce vrai? Les experts d'aujourd'hui tentent à penser que non. Mais le bruit a couru que quelques personnes avaient vu l'autre partie du diamant. Il y avait un type, un condamné à mort, qui prétendait posséder l'autre moitié. Mais il a été pendu avant de pouvoir révéler où elle se trouvait. Donc personne ne sait où elle est. Non, personne. Rien de tel qu'un brin de mystère pour entretenir le mythe et le rêve. Les deux Cullinan ne pouvaient pas trouver de place plus digne de leur splendeur. Pourtant, occuper cet emploi suprême ne les met pas à l'abri de la convoitise. Je suis allé à la Tour de Londres il y a quelques années et j'ai expliqué que je venais du village de Cullinan, en Afrique du Sud, et que l'on voulait récupérer le diamant. Mais on m'a dit que la reine ne serait pas d'accord. Pourtant, il y a des gens ici, et en Afrique du Sud, qui aimeraient vraiment qu'on le récupère. En 1649, nous avons connu un épisode républicain, le Commonwealth. À l'époque, des agents d'Oliver Cromwell sont venus dans la tour pour détruire toutes ces babioles de la monarchie qui n'avaient plus de raison d'être. Résultat, les couronnes ont été démontées, l'or a été fondu et les pierres mises de côté. 11 ans plus tard, après la fin de la guerre civile et du régime parlementaire, il y a eu la restauration monarchique et il a été décidé de refaire les joyaux de la couronne. Ils ont repris les mêmes plans, si bien que ceux que nous voyons aujourd'hui ressemblent de très près aux insignes d'autrefois. Il y a des tas d'histoires de fantômes qui courent à propos de la tour. Bien souvent, des gens ont raconté avoir vu toutes sortes de fantômes. Cela dit, la Jewel House est un bâtiment assez récent et il se peut que l'on ait éliminé les anciens fantômes quand on l'a reconstruite en 1845. En tout cas, dans ces allées, on a vu des reines d'Angleterre qui, en leur temps, ont porté les couronnes et les insignes royaux. Par exemple, on voit souvent Anne Boleyn dans la tour, qui se promène, paraît-il, avec sa tête sous le bras. Il y a même eu des chansons sur le sujet. En 1841, par une sombre nuit d'hiver, quelqu'un a oublié d'éteindre complètement le poêle à bois dans la Byward Tower. Il est rentré chez lui et quelques heures plus tard, le feu s'est ranimé et a gagné tout le bâtiment. Il s'est propagé jusqu'au Grand Storehouse. À l'époque, les joyaux étaient conservés dans la Martin Tower, tout près de ce bâtiment. Le feu était si intense que l'on a craint pour la sécurité des joyaux. On a décidé de les déplacer. En ce temps-là, il y avait un agent de police spécialement affecté à la tour. C'est lui qui est allé le premier. Il a cassé les vitrines pour en sortir les joyaux qui ont été mis en sûreté dans la White Tower. On raconte que lorsqu'il a sorti les dernières pièces des vitrines, ses vêtements étaient en feu, pratiquement calcinés. Décidément, tout porte à croire que le trésor royal d'Angleterre est protégé par un sortilège. Aucun des fantômes peuplant la tour de Londres n'a osé s'en emparer. On l'a vu renaître tel qu'en lui-même après la guerre civile, et comme par miracle, il a été sauvé des flammes qui l'auraient gravement endommagé. Somptueuses, insolentes, les couronnes sont toujours là. Quant à leurs petites sœurs, les tiares, elles sont nombreuses, mais peu d'entre elles sont offertes à l'admiration du grand public. Une des plus célèbres est la tiare Poltimore. La tiare Poltimore a été fabriquée par Garrard dans les années 1870 pour Lord Poltimore. Lord Poltimore était le trésorier de la reine Victoria. C'était donc une œuvre de Garrard. Mon nom est François Curiel, je suis commissaire-priseur chez Christie's et c'est donc à ce titre que je dirige la vente des bijoux de la princesse Margaret. La raison pour laquelle cet événement est très spécial, c'est que rarement sont les membres de la famille royale qui vendent des bijoux. L'un des objets les plus importants de la vente est la tiare Poltimore.
tout commissaire-priseur spécialiste en bijoux rêve de mettre en vente un jour le Cullinan. Mais est-ce qu'il faut rêver à quelque chose qui a tellement peu de chances d'arriver? On appelle les Cullinan 1 et 2 les grandes étoiles d'Afrique. Ces deux-là, on ne pourra jamais les vendre. Elles sont inaliénables. On ne peut pas les séparer de l'institution de la couronne. Les 7 autres sont sertis dans 2 broches, une bague, un petit pendentif et un grand pendentif. Et ils appartiennent à la reine. Ils constituent un bien personnel. S'il arrivait une catastrophe à la famille royale d'Angleterre, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher celui qui en hériterait de les vendre. C'est précisément le cas des bijoux de la princesse Margaret, la sœur cadette de sa très gracieuse majesté. Margaret avait un goût immodéré pour les bijoux et Queen Mum, sa grand-mère, se plaisait à combler l'enfant terrible de la famille royale. Rien n'était trop beau ni trop dispendieux pour la jeune princesse romantique et fantasque. Mais, pour grands que sont les rois, ils sont ce que nous sommes. Les enfants de Margaret ont dû, pour des raisons financières, mettre en vente une partie de ses trésors, dont la fameuse tiare Poltimore. Comme on le sait, elle a été vendue aux enchères pour une somme colossale. Je crois qu'elle avait été mise à prix à 200 000 livres et qu'elle est partie pour un peu moins d'1 million de livres. Toutes les couronnes ont une histoire intéressante, mais la plus importante, je dirais, est la couronne impériale à cause du nombre de pierres exceptionnelles dont elle est ornée. Des pierres qui ont une histoire. Le rubis du prince noir, par exemple, qui n'est pas un rubis mais un spinel, le plus beau spinel du monde, il est percé de part en part parce qu'il a été porté au bout d'une lanière de cuir. Mais Henri V le portait autrement à la bataille d'Azincourt en 1415. Mais qui était ce prince noir ? Le fils d'Édouard III d'Angleterre qui s'illustra en 1367 auprès de Pierre Ier de Castille lors de la bataille de Nájera. Le roi de Castille lui offrit cette gemme rouge pour le remercier. La pierre fut sertie quelques 40 ans plus tard sur le casque d'Henri V. Lors de la bataille d'Azincourt, qui opposait l'Angleterre à la France, le duc d'Alençon asséna à Henri un furieux coup de hache. Incroyable hasard, le fil de la hache dévia sur la pierre rouge. On dit qu'elle en porte encore la trace. Le rubis du prince noir est en fait un spinel, c'est-à-dire une pierre chimiquement proche du rubis, mais moins précieuse. Un imposteur en quelque sorte, car autrefois on ne pouvait pas faire l'analyse chimique d'une pierre. Les marchands se fiaient à des tests simples qui bien souvent les induisaient en erreur. Il en est question dans les récits de Marco Polo et dans ceux de Jean-Baptiste Tavernier, grand voyageur et marchand de gemmes, qui fut reçu à la cour des sultans et du grand Mogol. Il rapporte que déjà, à l'époque de Tamerlan, au XIVe siècle, les souverains d'Orient étaient d'insatiables collectionneurs de rubis et de spinels. Ces gemmes rouges sur lesquelles ils gravaient leurs noms resplendissaient sur les turbans, les couronnes et les trônes. Certains spinels ont derrière eux une carrière de plusieurs siècles, et leur histoire est aussi mouvementée que celle des royaumes d'Orient. Le rubis du prince noir provient du Badakhshan, le centre de l'actuel Tadjikistan. Tamerlan invitait souvent le roi du Badakhshan à sa cour de Samarcande et faisait garder les mines de spinels par ses propres soldats. Comment ces spinels ont-ils quitté leur caverne pour se répandre dans le monde? En voyageant sur la route de la soie. C'est ainsi qu'au XIVe siècle, le rubis du prince noir fut vendu à un souverain maure de Grenade, lequel fut assassiné peu après par le roi de Castille qui le dépouilla de son trésor.
Et c'est ce même souverain qui offrit le rubis au prince noir. Toutes ces péripéties auraient sans doute fait sourire ceux qui ont découvert la fameuse pierre. La mine où elle fut trouvée s'appelle la Kouilal, la montagne des pierres précieuses. Elle est nichée à 2800 mètres d'altitude dans le massif du Pamir au Tadjikistan. Le gisement de la Kouilal est plus important historiquement que géologiquement. Son histoire commence à peu près... On n'a pas de date précise, bien sûr. Mais disons, entre le 7e et le 9e siècle. La preuve, c'est que les mines sont très anciennes. Et il en existe plus de 410 encore aujourd'hui. Demain, si Dieu le veut, nous irons visiter la plus ancienne mine du monde, la 410e, qui a été exploitée du 7e au 16e siècle. C'est là qu'ils ont trouvé le spinel qu'on appelle le rubis du prince noir et qui a été offert à la reine Elisabeth. Il est très rouge. Voici donc le spinel, l'imposteur, celui qui, sur bien des couronnes royales, se fait passer pour un rubis. Il a une bonne dureté qui permet tous les usages possibles en joaillerie. D'où son succès auprès des grands de ce monde. Les mines, situées au Badakhshan, exportaient des spinels partout, jusqu'en Asie et en Extrême-Orient, autant que vers l'Occident. Aujourd'hui encore, la Kouilal est exploitée dans le plus grand secret. Peut-être une vieille habitude du régime soviétique. Et d'ailleurs, elle n'est accessible que quelques mois par an, car l'hiver, le massif du Pamir est enfoui sous 3 mètres de neige. Ce qui reste, c'est la zone centrale. Tout ce qu'on voit en bas de la carte, ce sont des mines épuisées depuis longtemps. Ici, c'est la zone principale du gisement de la Kouilal. À l'époque où fut découvert le rubis du prince noir, une légende racontait que les mines étaient exploitées par des monstres qui travaillaient jour et nuit sans jamais quitter les galeries obscures. De nos jours, plus personne ne croit à cette fable, mais tout est fait pour entretenir le mystère autour de la Kouilal. Entre le 9e et le 19e siècle, 40 salles ont été creusées ici, à la masse et au burin. Et à l'époque, on y travaillait couché. Le régime soviétique a eu le mérite de moderniser la production en introduisant le marteau-piqueur et la dynamite. Aucun étranger ne peut approcher de la Kouilal. Les autorités tadjiques en interdisent formellement l'accès. Tels des trésors de guerre, les spinels sont extraits et transportés par des services spéciaux vers la capitale Douchanbé. Une toute petite partie de la production est exportée vers l'Europe. La Russie s'approprie le reste. La plupart des anciennes galeries ont été fermées pour des raisons de sécurité. Elles menacent de s'effondrer. Mais on envisage de faire des travaux de topographie pour voir si l'on peut en ouvrir de nouvelles.
Les spinels produits dans la mine du Kouilal sont les plus beaux du monde. Cela donne envie naturellement de savoir si cette montagne n'en cache pas un qui soit particulièrement remarquable. Là aussi, on espère toujours trouver l'exception, la pierre grosse comme un œuf qui surpasserait toutes celles que l'on connaît et serait digne de figurer au front d'une reine. Une fois par an, au moins, la splendide couronne royale d'Angleterre est appelée à jouer son rôle le plus noble, le jour de la cérémonie d'ouverture du Parlement que la reine préside en tenue d'apparat. Ces joyaux sont bien là. Un signe du pouvoir pour certains, pour d'autres, symbole de beauté. Mais au fond, ce qui nous fascine peut-être le plus dans ces merveilles, c'est qu'elles ont ce qui nous manque, l'éternité.